Très bien. Regardez cette magnifique Chevrolet Corvette. Les premières Chevrolet Corvette, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les C1. Aujourd'hui, on est rendu au C8, je crois. Hein, d'ailleurs, le moteur a émigré maintenant à l'arrière sur les dernières Corvettes. Alors, on va rien dire. Regardez, je vous laisse admirer. On verra avec le propriétaire tout à l'heure. Regardez cette voiture. Elle est belle, hein. Alors celui qui me dit qu'elle n'est pas belle, alors là, je comprends pas. Elle est très belle, madame. Oui, elle est. Vous aimeriez conduire ça? Oui, pourquoi pas. Qui n'aimerait pas? Levez la main, celui qui en veut une. Levez la... Ah bah regardez, ils la veulent tous. Ils la veulent tous. Alors, le propriétaire la vend. Non, non, je rigole. Non, il la vend pas. Mais on fait le tour avant de décrire cette voiture. Elle est magnifique. Et on parlera du style de cette voiture qui a évolué, hein, en particulier à l'arrière. Et avant de commencer, alors je le répète souvent parce que les gens ils disent que je radote des fois, c'est pas faux. Je radote des fois. C'est pas faux. C'est pas faux, voilà. Alors, la Corvette, quand elle est sortie, en 1953, la première Corvette, Chevrolet Corvette donc, elle avait une particularité mondiale, une première mondiale. Elle n'avait pas d'essuie-glace? Attends, viens avec moi. Alors, je vous présente le correspondant de LVA, la vie de l'auto, bien connue. Il va nous faire un beau petit reportage sur cette traversée. Alors, tu me disais qu'elle n'avait pas d'essuie-glace. La toute première n'a pas eu d'essuie-glace parce que c'était pour la Californie. Et comme il ne pleut jamais en Californie, il n'y avait pas d'essuie-glace sur les tout premiers. Il pleut pas en Californie, même pas d'orage. Maintenant, oui. Eh bien, on va au propriétaire tout à l'heure, mais c'est un détail que je ne sais pas. Mais il y a autre chose. Alors, non, je ne vois pas. Alors, est-ce que dans le public, vous savez, le propriétaire derrière moi, il sait, bien sûr, hein, une première mondiale. Et toutes les Corvettes, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, sont faites de la même matière. Ah, Polyester. Qui c'est qui a dit polyester? Voilà, la première voiture au monde fabriquée en grande série, bien sûr, grande série, hein. Il y avait déjà des modèles en polyester, mais c'était la première, Chevrolet a été le premier constructeur à fabriquer en série des voitures entièrement en polyester, entièrement, carrosserie bien sûr. Le châssis reste, lui, en acier bien sûr. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, toutes les Chevrolet Corvette sont en polyester. C'est du plastique. Voilà, ça c'était le petit détail que j'aime bien rapporter. Bonjour, comment tu t'appelles? Roland. Roland, enchanté Roland. Alors je vois que tu as... Alors moi qui suis fan de Michel Vaillant, et ma compagne fait partie de la famille Graton. Donc je suis très proche de Philippe Graton. Donc ça me fait plaisir de voir ce blouson. Vraiment très très beau. C'est vendu par la CO? Non, 24 heures du Mans? Non, je l'ai trouvé à Rétromobile. À Rétromobile. On va se mettre là-bas parce que là on est très près des baffes et il y a du Larsen. Alors Roland, alors la tenue elle est superbe parce qu'on dirait un teenager des années 50. Hein, enfin, à l'époque, les teenagers, qu'ils aient un peu d'argent pour s'acheter ça. Alors la Corvette, je disais, elle est sortie en 1953, les premiers modèles. Exact. Ça, c'est le 61, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière année, puisque la C1, effectivement, est sortie en 53 et c'est fini en 62. La C1, elle a beaucoup évolué, hein. C'est vrai qu'ils auraient pu même faire des C1 et demi et C1 3/4, parce qu'entre la première mouture 53 et la dernière, elle a quand même pas mal évolué. Les phares qui étaient plus ou moins carénés sur les premiers modèles sont devenus proéminents et ils ont doublé après à partir de 57, 58. Ils ont mis les doubles phares. Voilà. Et sur les derniers modèles, l'arrière qui était arrondi est devenu plus... La particularité de celle-ci, c'est une 61, elle a déjà l'arrière de la C2, c'est-à-dire que cet arrière a été repris sur le millésime 61 et 62 de la dernière C1, a été ensuite repris sur la C2. C'est incroyable d'ailleurs, hein. C'est un peu un hybride quelque part. On a déjà l'arrière de la future Corvette C2. Hein, on se rappelle, les premières étaient plus arrondies, qui ont beaucoup de charme aussi. Hein. Parce que jusqu'au millésime 60, les phares arrière
Alors on va aller à l'arrière. était dans les ailes, ce qui était typique des corvettes jusqu'en 1960. Les phares se trouvaient ici et les sorties d'échappement étaient dans les pare-chocs. Dans les pare-chocs, c'est ça. Alors que là, les échappements sont plutôt classiques. Voilà, classiques. Et c'est vrai que cet arrière est très très beau. Ça me rappelle un peu les Corvair, hein, fabriqués aussi par Chevrolet à l'époque. Regardez cette voiture. Vous vous mettez à l'arrière, devant, sur le côté, 3/4 arrière, 3/4 avant, elle a un charme fou. Souvent il y a des voitures, bon, on se met sur certains points, certains angles, c'est pas terrible, mais celle-ci, elle est belle partout. Regardez là, à l'intérieur, regardez, on est vraiment dans les années 50. Regardez le tableau de bord. Un tableau de bord d'ailleurs qui est prévu pour être symétrique. On peut très bien changer la conduite de gauche à droite. Hein, il y a un évidement qui est prévu. La radio, elle est intégrée à la console. Oui, voilà. Et on a déjà une boîte manuelle. Alors elle existait en boîte auto, mais celle-ci est en option boîte manuelle 4 vitesses. Ouais. La boîte manuelle, ça a surtout été fait pour les Européens, que les Américains, ils préféraient les boîtes automatiques à l'époque. Peut-être, mais elle vient de Californie, donc... Elle vient de Californie, c'est pas une française. Non, il y en a eu très très peu en France d'ailleurs. Et celle-ci était d'origine en boîte 4 issue de Californie. D'accord. Et donc cette voiture, elle est arrivée en France à quelle époque? C'est toi qui l'as fait importer ou non? Je l'ai fait importer il y a un peu moins de 3 ans. Elle était dans un bel état. Je voulais absolument cette couleur parce que ce bleu qui s'appelle le Jewel Blue n'est sorti que sur le millésime 1961. Ah oui, c'est vrai. Une année seulement. Une année, voilà. Et je voulais vraiment ce bleu-là. Alors on en voit souvent des rouges. Des rouges, entièrement blanches. Blanches, voilà, mais des bleus comme ça. Alors il y a eu des bleus plus pastel, plus verts. Sur des millésimes précédents, mais ce bleu-là n'a été fait que sur la 61. Et quand je l'ai fait venir des États-Unis, elle était dans sa couleur d'origine, donc dans cette couleur, mais elle avait été repeinte. Et comme tu l'as bien dit, la fibre de verre, c'est très particulier. Et on ne repeint pas une voiture sur la peinture en fibre de verre, parce qu'il faut tout décaper. Tout décaper. C'est un vrai travail de profondeur. Et quand je l'ai reçue des États-Unis, effectivement, elle avait des fissures, elle craquait. On m'avait dit ça va faire que s'accentuer, et donc il fallait repartir à la fibre, ce qui a été un gros travail de restauration, puisqu'on est reparti à la fibre. Et le restaurateur qui me l'a remis dans cet état, en plus, fait les rattrapages d'alignement qui n'étaient pas aussi bien alignés que ça à l'époque, puisqu'en 1960, dans les années 60, on va dire, les usines ne produisaient pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et là, la qualité de fabrication n'était pas au top comme peut le faire Elle a un alignement qui est meilleur que celui qu'elle aurait eu d'origine, parce que tout a été recalé au niveau... Alors quand on parle d'alignement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au niveau des baguettes, des espaces. Voilà, une voiture qui a été mal restaurée, on voit, il n'y a pas les espaces autour d'un capot, un alignement de portière. C'est très très compliqué, surtout sur des formes arrondis en plus, d'aligner une voiture comme ça et que tout soit bien top. Et celle-ci, on voit que... Qui c'est qui a fait le travail? C'est Éternelle Restauration, Stéphane Chocnet, qui fait beaucoup de préparation concours. Donc là, je voulais qu'elle soit mise en état concours. C'est où ça se trouve où? À Amanlis. À Amanlis, voilà, une adresse comme une autre. Alors l'intérieur, j'adore l'intérieur. Vous avez vu le simili légèrement métallisé. Hein, c'est ça, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. C'est pas du cuir, c'est du simili, mais c'est métallisé. Oui, effectivement, ouais. En concordance avec la peinture extérieure. L'intérieur a été refait aussi? L'intérieur a été refait, la sellerie a été refaite, le tableau de bord. J'ai voulu garder le volant en bakélite. Vous pouvez voir, la couleur est légèrement plus pâle. Pâle, et il est fendu parce que pour moi, je voulais garder l'âme, la patine du volant d'origine. C'est vrai que le problème quand on restaure une voiture, on perd l'âme. Vous savez que les objets anciens, il y a une âme. Dans tous les objets qui ont de l'importance dans nos vies, il y a une âme. Et notamment pour ce qui nous concerne les voitures. Et c'est vrai, quand on restaure une voiture, on perd quelque part l'âme d'une voiture. Les propriétaires successifs, les produits, les odeurs. Mais bon, là, tu as gardé quand même le volant qui est légèrement fissuré. C'est voilà, un petit rappel du passé. On peut voir le moteur? Donc celle-ci, on parlait des 6 cylindres des premières séries. Et bien sûr, on est passé très vite au V8. Parce qu'une Corvette, ça doit être un V8. On est passé avec un deuxième micro, Eric. Ah, super! Allez, prends le relais, tiens, allez, vas-y. On est deux aujourd'hui, ça va être bien. Pouvoir me reposer, boire un coup.
Donc rapprochez-vous, n'hésitez pas. Hein. Attention à la peinture. Merci Eric. Voilà, dans le soin évidemment. Donc voilà, le groupe moteur a été rénové aussi joliment que le reste de la voiture. Voilà. Donc avec le filtre à air, avec effectivement tout ce qui est carter et en aluminium. Attention. C'est son moteur d'origine, hein, les matching numbers, c'est son moteur d'origine. Ce qui a été fait dans le cadre de la restauration, c'est ce qu'on appelle de la cosmétique moteur, donc on l'a remis propre. Peinture, chrome, on change le support filtre à air, des choses comme ça, qui permet d'avoir un magnifique compartiment moteur. Au même titre, petite question parce que je connais pas trop ces premières générations. On voit souvent sur les C1 des aménagements intérieurs aux mêmes couleurs que la carrosserie. Est-ce que c'était une philosophie Chevrolet initiale en disant on fait toujours un mix le rouge avec le rouge intérieur, etc. Peut-être. C'était une option, c'est-à-dire que celle-ci sortait en intérieur noir ou en intérieur bleu. Après, effectivement, sur les rouges, on a aussi des intérieurs rouges, des intérieurs noirs, des intérieurs blancs. Il y avait déjà pas mal d'options. Donc au niveau des pièces, au niveau entretien, parce que la rénovation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, a été faite par un professionnel. Au niveau des pièces, parce que c'est un véhicule, comme vous le disiez, de 61, est-ce qu'on arrive aujourd'hui, en tant que professionnel ou particulier, à retrouver des pièces pas d'origine, mais refaites au moins? Alors, le gros avantage oui, sur la Corvette et notamment sur la C1, c'est que ça reste un modèle mythique aux États-Unis et on a de la refabrication de pièces. Donc effectivement, on retrouve quasiment toutes les pièces. Donc contrairement aux constructeurs européens qui sont assez bridés dans les licences de fabrication et homologation, ce qui pose problème sur les anciennes, généralement, aux États-Unis, en fait, il y a moins de monopole par rapport aux constructeurs et certains indépendants refont des lots, refont des pièces. Donc après, le plus cher aujourd'hui, c'est peut-être plus les importations, les taxes ou les choses comme ça, ou les importateurs qui se prennent une commission, généralement assez grande quand même, s'ils ne sont pas raisonnables. Mais l'important, c'est d'avoir les pièces. Équipement typique également au niveau Chevrolet, on regarde, c'est les flancs au niveau des roues. Également, je pense que c'est des roues, je ne veux pas dire sur mesure, mais ça va être compliqué de retrouver ce type de pneumatique. Non, ça va, on retrouve, puisque ça fait partie des collections aussi. Hein, la Goodyear continue à faire du pneu collection. La difficulté, là, c'est qu'elle est dans sa configuration, effectivement, d'origine et collection, ce sont des pneus diagonales. Et donc, technologie et tenue de route, je ne vous cacherai pas que c'est pas top. Il faudra mieux passer sur du radial. Donc on est plus sur la grosse ligne droite que la montagne. Voilà, exactement. Voilà, en termes de tenue de route. Après, ça donne du style. Hein. On voit au niveau des enjoliveurs également, chromés. Est-ce qu'ils ont été refaits d'origine ou c'est aussi des éléments qui ont été remis à neuf? D'origine, remis à neuf. Voilà, c'est les enjoliveurs d'origine. Bien préparés, bien nettoyés, avec des produits spéciaux. En termes d'équipement, déjà à l'époque en 61, donc on retrouvait, on voit, il y a l'antenne, il y a l'autoradio qui est intégrée à la planche de bord. Est-ce qu'il y avait climatisation? C'était une voiture luxueuse? Il n'y avait pas sur ce modèle-là de climatisation en option, mais alors tenez-vous bien, parce qu'elle a une capote hein, on pourra regarder tout à l'heure dans le couvre-capote. Et tenez-vous bien, à l'époque, il y avait une option capote hydraulique. D'accord, donc déjà on pouvait, on va dire, avec un bouton capoter et décapoter, déjà en 61 sur ces modèles-là. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu le compartiment arrière, s'il te plaît? Vous regardez un petit peu la cinématique. Là vous avez le compartiment capote. Donc c'est la même chose que sur la mienne, hein. J'ai une C5, le système de la capote est identique en 2000. Ouais, voilà, donc alors manuel, mais qui existait en option déjà. D'accord, après on pouvait l'équiper avec un système hydraulique de VR1 pour faire le lever, le couvre-capote et actionner le mécanisme. Voilà. Le système en fait n'a pas évolué en 40 ans. Est-ce qu'on peut regarder le coffre? Bien sûr. Je découvre en même temps que vous. Hein. Public. Un énorme coffre. Ouais, un énorme coffre. Ouais. Un coffre assez spacieux où, norme américaine, on doit pouvoir y mettre un sac de golf normalement. C'est ce que je peux faire de temps en temps. Oui. Donc effectivement, en termes de longueur, au niveau des glacières, c'est peut-être un peu plus compliqué, ou alors mettre au fond, si ça le fait. Mais effectivement, c'est très logeable pour partir en vacances et en week-end.
Je ne sais pas s'il existait sur ces modèles-là les porte-bagages, choses comme ça sur la malle arrière. Ça existe sur ces modèles? J'en ai jamais eu. Non, je crois pas. Ou alors c'est fait sur mesure par des constructeurs niches. Ceci étant, on parlait de la capote, mais elle existe avec un hardtop que je cherche encore. Hein, s'il y en a qui dit ça, où je peux trouver un hardtop modèle 1961, mais il faudra que j'aille le chercher aux États-Unis, c'est sûr. Donc elle a également une option hardtop. Donc il nécessite des ancrages particuliers, je pense en accessoire aussi pour l'intégrer. C'est prévu. Les ancrages existent déjà, d'accord, elle est prééquipée en fait. Elle est prééquipée pour le hardtop ici. Donc on voit une sorte de bouton, une sorte de gros bouton pression si j'ose dire. Voilà, pour les ancrages. Donc les hardtop, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette appellation-là, c'est un toit rigide qu'on pose sur la véhicule et qu'on verrouille. En général, ça permet de profiter, on va dire, des balades l'hiver, sans abîmer la toile de la capote et qu'elle prenne du verre en garage, etc. En général, c'est beaucoup de voitures ont des hardtop aujourd'hui en termes de cabriolet, ou proposent du moins en équipement et en option. Donc comme je l'évoquais il y a quelques minutes, on retrouve l'intérieur portière aluminium, cuir, bleu. Le volant aussi est bleu, enfin, tout est raccord. Donc on a évoqué, Eric a évoqué la puissance du niveau moteur, donc on est évidemment sur un V8. Donc en termes de chevaux, on reste traditionnellement... alors il n'y a pas de fiche. Mais on est à 200, sur celle-ci 280. Donc 280 pour cruiser en Californie. Voilà, donc est-ce que vous savez à quelle année elle a été importée? Ou c'est peut-être vous qui l'avez importée? C'est moi qui l'ai importée, oui. Je l'ai importée il y a un peu moins de 3 ans. Et son passé était... elle a eu 2 propriétaires aux États-Unis avant moi, et essentiellement en Californie. Je crois les 2 en Californie. Donc on a toujours des soucis, ou des soucis, des questions qu'on se pose par rapport au risque d'importation des voitures américaines. On entend tout et l'inverse est son contraire, enfin du très bon et voire comme du très mauvais. Est-ce que c'est pas un pari d'importer? Malheureusement, c'est vrai. C'est vrai, moi, au moment où je l'ai importé, il y avait d'ailleurs certaines sociétés qui ont défini un peu la chronique à la télé. Alors, c'était pas avec celle-là, c'est avec une autre, mais qui a déposé le bilan depuis. Et je ne peux rien vous cacher, j'ai cru que j'allais jamais l'avoir. Ça a mis 9 mois. Et elle est restée très longtemps bloquée aux États-Unis. Et quand elle est arrivée au Havre, elle n'avait pas tous ses documents pour être dédouanée. Et ça a été compliqué pour l'importer. Je reconnais, et je le dis pour ceux qui veulent importer les voitures américaines, assurez-vous bien de la fiabilité de l'importateur avant de vous lancer dans ce genre d'opération. En tout cas, on ne regrette pas. Merci en tout cas. Nous, on ne regrette pas de l'avoir vu et de l'avoir présenté aujourd'hui. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup.